Bonjour à toutes et à tous et tous mes vœux pour vous accompagner sur une nouvelle année drama qu'on espère riche en émotions et en bonnes histoires. Et du coup, j'ai en effet fini 2023 avec d'assez bons crus que je vais vous partager tout de suite. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Certains ont peut-être vu passer mon top de 2023, il y a une version avec 18 séries et une version avec 20 que j'ai configurée à l'international, on va dire, puisque sans parole, et vous allez donc retrouver dans cette liste certains des dramas que j'ai classés dans mon top, car on a été, il est vrai, gâtés sur la fin de l'année. Dans le jeu des séries, il y a aussi quelques dramas pas terminés à l'heure où j'enregistre, c'est par exemple le cas de My Demon, et que vous retrouverez donc sur la prochaine playlist. Bon, en attendant, on va faire avec ce qu'on a, donc c'est parti. Les tops. A Journey to Love, un wuxia riche en sensations fortes avec un solide ensemble d'acteurs qui m'a tenu en haleine jusqu'au bout et dont le seul défaut sera une fin inexplicablement pourrie et décevante. Déjà, j'étais ravie de retrouver la magnifique Cecilia Leo qui s'était fait discrète sur les écrans après un postpartum difficile apparemment et qui campe ici une assassine badass qui est un pur régal. Le pitch, une bande de compagnons en mode confrérie de l'anneau aux personnalités diverses et variées se forme dans l'optique de sauver les miches d'un roi retenu en otage dans un royaume ennemi. Autour d'un leader charismatique et compétent, incarné par Liu Yining, on a un gamin au grand cœur atteint d'une maladie incurable, un playboy excentrique, des gardes ténébreux, une jeune princesse déguisée en otage garçon pour prendre la place du roi, et donc la cinquième roue du carrosse, apparemment une ancienne assassine d'une faction rivale à la bande, qui a d'une part un projet de vengeance au nom de sa protectrice impériale, mais aussi un projet de maternité solo qui lui fait convoiter sans aucune honte les gènes très appréciables du leader du groupe qu'elle va tâcher de séduire alors que, tel un lapin dans les phares, lui va chercher à éluder la question car il est en mode no futur étant victime d'un empoisonnement. Les scènes d'action t'en mettent plein la vue, dont une jolie bagarre en mode Relo salle du trône, le genre dont on se lasse jamais je dois dire, car quoi de plus jouissif qu'un power couple en pleine action, mais j'ai surtout goûté toutes les scènes d'interaction et de dialogue entre les deux, les manœuvres de la nana pour arriver à ses fins et le gros malaise de départ du type qui va peu à peu laisser la place à une véritable relation amoureuse. Si tout le groupe est sympa, j'ai beaucoup aimé suivre l'arc de la princesse, pauvre petite chose rejetée par sa famille, qui va avoir une sacrée évolution avec des scènes assez saisissantes. Et puis on a aussi un adversaire intéressant à la personne de l'ancien disciple de l'héroïne qui débute comme un villaineux crush obsessionnel pour virer sur autre chose d'un peu moins réussi on va dire, mais au moins la série défend une idée de rédemption. Ce qu'elle défend moins bien restera donc sa fin. Préparez-vous à râler alors que les persos tombent comme des mouches les uns après les autres et que tu finis sur un truc que tu ne sais pas si c'est du pig ou du bacon, la réalité, une séquence de rêve ou une vision de l'au-delà. Le thème général est sacrifie-toi au nom de la justice. Voilà, ce qui par rapport au titre te laisse un sacré goût amer en bouche car les personnes vont prendre cher. Rising Feather. L'acteur Lee Cho-lin nous avait régalé au printemps avec un drama républicain chaud patate avec lequel cette série a d'ailleurs énormément de points communs aussi bien au niveau de l'intrigue que de la chaude pataterie. Et donc je me prépare tout gentiment à stalker tout ce qui va sortir avec cet acteur parce que je ne vais pas hésiter à le nommer le digne héritier de Wallace Chung vu l'intensité brûlante de ce qu'il nous donne et de son jeu. Vivement un drama long avec lui en premier rôle parce que pour l'instant il est abonné au format court, n'empêche que c'est court mais c'est costaud et que ça a parfois davantage de punch que d'autres longs formats. Et sans viser personne, n'est-ce pas Yue, au moins dans cette série le piaf est un vrai. On est sur un projet vengeance pour une fille de général qui avait été poignardée et laissée pour morte par son chéri qu'il avait littéralement planté pour une autre nana qui est la fille d'un gros ponte bien bâtard. Pas morte et cornaquée par le mec qui est venu la sauver, notre héroïne prend l'identité d'une courtisane et intrigue pour devenir la concubine du beau-père de son amoureux traître afin de foutre la merde au manoir, récupérer ton inévitable pendant de jeune militaire qui avait été dérobé à sa propre famille et si possible buter les deux gars au passage. Bien sûr on est là pour les malentendus et le jeu très troublant de chat et de souris entre le beau-fils et sa donc nouvelle belle-mère par alliance dans une ambiance bien pesante et surtout fichtrement sexy. Ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère
hier, il faut leur donner ça, préparer les craqueurs, fans des relations dysfonctionnelles et de la dynamique amour-haine, parce que là, c'est la régalade. Pour anecdote, les deux acteurs se seraient amourachés pendant le tournage, c'est dire si l'alchimie fonctionne bien à l'écran et apparemment en dehors de l'écran. Governor's Secret Love. Beaucoup de poésie aussi dans ce mini-drama que j'ai tout particulièrement apprécié sur cette fin 2023. Je m'attendais à ce que ce soit davantage sexy et voir aussi un villainous crush où l'empereur trahirait son complice et essaierait de lui chourer sa nana, mais malgré les autres directions prises, ce mini-drama a tout d'un grand et j'ai vraiment beaucoup aimé les deux persos principaux joués par Dong-Kai en faux unique avec un projet de vengeance et malgré son maquillage qui pique les yeux, l'actrice Jin Ze-swan que je ne connaissais pas et qui était pleine de fraîcheur et de malice en princesse carottée par le fils d'une famille que son père avait massacré et qui est élevée incognito dans un temple où elle attend patiemment, telle Pénélope, le retour du garçon tout en jouant les diseuses de bonne aventure. Dong-Kai, quant à lui, est dans mon viseur depuis Destined et confirmé dans Butterfly Lover et s'acquitte parfaitement du rôle de faux eunuque comploteur torturé par son amour coupable pour la fille de son ennemi. Ajoutez à ça des persos secondaires intéressants, en particulier l'assistant du perso masculin, un classique qui prend ici une tournure dramatique, et la princesse Rival Beach dont l'arc est moins plat que d'habitude. Le tout est bien filmé, bien mis en scène, avec de belles images, belle musique, ficelé dans un joli ruban qui donne d'ailleurs une de mes scènes préférées de la série. Bref, c'est tout bon. A Good Day to Be a Dog. Beaucoup de charme dans ce drama coréen, à commencer par celui de l'acteur Cha Eun-woo. Qu'est-ce qu'il est joli ce garçon. On regarderait toute la série sans le son, ce ne serait même pas un problème. Mais l'histoire, un conte de fées à l'époque moderne, a également de quoi séduire. Et c'est La Belle et la Bête, à savoir que la Belle serait notre joli perso masculin et la Bête notre héroïne, qu'un premier bisou transforme en adorable petit chien-chien suite à une malédiction familiale. Parce qu'une de ses ancêtres a offensé un dieu tigre de la montagne, tous les descendants se voient en effet condamnés à ne jamais retrouver leur forme humaine si la personne qui, en les embrassant, a activé la malédiction, ne les embrasse pas sous leur apparence canine. Pas de bol pour la jeune femme, non seulement elle s'est trompée de garçon lorsqu'elle fait sa déclaration sous emprise d'alcool, mais le très joli collègue de bahut sur lequel elle a posé les lèvres a une peur maladive des chiens. Ça va compliquer un peu sa tâche du coup. La jeune femme va se lancer dans une opération séduction en course contre la montre puisqu'elle dispose de peu de temps avant que les effets temporaires ne deviennent définitifs. Et bah oui, donc c'est bourré de charme et ça se greffe sur les origines de la malédiction, une réincarnation et la rancune tenace du dieu de la montagne qui va continuer à leur mettre des bâtons dans les roues. Je crois qu'on peut dire que c'est une série qui a du chien, c'est adorable, joli et poétique et c'est à recommander à tous les fans de toutou. On continue avec Love Me, Love My Voice. Un drama sans drame où l'histoire va se résumer en une histoire d'amour non toxique au milieu d'un groupe de jeunes gens appréciant les chansons, les histoires et la bonne bouffe. Ça aurait pu donner quelque chose de bien paillard, mais on est dans le raffiné, même quand on cuisine des tripes à la mode de Pékin. Outre les scènes de mitonnage de petits plats, on a droit à des balades dépaysantes, dont une sortie à Guilin et ses sublimes formations, mais surtout à la présence de Tan Tien-se, que je préfère quand même amplement en démon, même si je comprends ô combien qu'on le caste dans le rôle d'un type défini par sa voix de velours. Sinon, c'est l'homme parfait, comme tu n'en as que dans les dramas, il est chirurgien le jour, voice actor la nuit, il fait la popote comme pas deux, est un copain formidable et apparemment pas mal non plus en petit ami, donc je pose la question, où est l'arnaque? C'est que justement, c'est un poil chiant, d'autant que je ne trouve pas l'actrice en face de lui très engageante. La série aurait pu pour moi être beaucoup plus courte, vu que il se passe pas grand chose, à part la fin de carrière du mec qui croise le début de celle de la nana. Mais ça a quand même du charme, des jolis acteurs et surtout Tan Tien-se. Une autre bonne surprise pour moi, c'est retrouver l'acteur Sian In-jun, qu'on ne voit malheureusement nulle part depuis Oh My Sweet Liar, dans un rôle très secondaire et assez quiche d'ailleurs, à milieu donc du formidable Lee Rong-bin, au milieu de la bande des potos de Tan Tien-se. Par contre, valeur ajoutée, il a un très joli brin de voix en VO et pousse même très bien la chansonnette. Best, mais
Mistake. Je n'ai vu que la saison 1 de ce très court drama coréen ambiance lycée que j'ai trouvé très sympa pour jouer les bouches-trous entre deux séries. Une nénette se fait harceler par un mec de son ancien bahut qui veut absolument sortir avec elle et pour s'en débarrasser, elle a l'idée de génie, elle sera pas la première à avoir eu cette idée, de lui dire qu'elle a déjà un petit ami et utilise preuve à l'appui la photo d'un mec où le visage est quand même caché. Erreur fatale car la photo est bien connue dans le coin et c'est celle du rebelle à mèche blonde du bahut, généralement accompagné de sa bande de potes à la mauvaise réputation. C'est ton classique fille gentille avec esprit rebelle lorsque le mec vient lui demander des comptes sur ce plan mais finit par tomber amoureux de la fille alors qu'elle cherche à se faire pardonner de sa gaffe en lui apportant tous les jours son déjeuner. Évidemment dans l'affaire, la nana du groupe qui ne voit pas ça d'un bon œil puisqu'elle aimait la blonde et un des autres membres du groupe, l'intello de service qui tombe aussi amoureux de la fille. C'est très regardable malgré l'insupportable placement de produits Nivea à tour de bras ainsi que pour le TOEIC en dernier épisode avec le principal défaut pour moi d'envoyer le mec se refaire une teinture alors qu'il était carrément mieux en blonde. Par contre, je ne suis pas sûre d'avoir envie de regarder les 2 autres saisons. Si vous l'avez fait, dites-moi si ça vaut le coup. Mountains and Oceans. J'aime vraiment beaucoup l'acteur Fan Je-sin qui m'avait bien tapé dans l'œil en 2023 et il était là, tout jeunet, tout choupinou dans cette histoire classique d'étudiant a priori où une nana friquée va faire à un garçon sa confession scandale en plein amphi car elle croit reconnaître en lui le petit garçon qui lui avait remonté le moral sur un air de violon dans son enfance. La fixette va rester longtemps unilatérale tandis qu'elle le poursuit de ses assiduités et se frite non-stop, d'une part avec le petit frère de l'objet de son affection et d'autre part avec la fille de sa gouvernante, une Cendrillon qui devient rapidement une insupportable bitch chouinarde et calculatrice. Vous vous doutez qu'elle n'a pas du tout misé sur le bon cheval et que ça va sérieusement se compliquer pour la Miss quand elle devra départager les 2 frangins et qu'en plus plein de merde vont lui tomber sur la tête. Ça commence en choupinerie absolue, dans un plaisanton de comédie et de joie de la jeunesse et ça prend un tour de plus en plus tragique que tu pressens quand même dès l'ouverture du drama mais qui devient un poil lourdingue et où tu sors sur un final doux amer, pas très réussi vu ce que les persos ont mangé auparavant. Ça a néanmoins beaucoup de charme au début, ne serait-ce que pour voir le craquant Fan Je-sin. Marriage Not Dating. Bon, le programme est dans le titre, c'est ton mariage contractuel de base avec un fils de Chaebol qui, pour se débarrasser de la pression familiale, conclut un accord avec une nana pauvre travailleuse dont il fait incidemment la rencontre lorsque son meilleur copain essaie de la lourder en la voyant s'emballer dans un projet de mariage. Le type était un chirurgien esthétique, bon boulot en Corée donc, et la fille travaille dans un équivalent de Gary Lafayette. Tous deux viennent de mariages dysfonctionnels mais ont des réponses différentes. Elle croit en l'importance de trouver le véritable amour pour avoir un mariage heureux, alors que lui s'est juré de ne jamais se marier. Pour le reste, c'est classique, la fille va d'humiliation en humiliation, dont une en diarrhée, tout en faisant la conquête du mec par sa gentillesse, sa franchise et son dévouement, notamment lorsqu'elle vient à son secours quand il s'est enfermé plus de 3 jours dans sa salle de bain et qu'il mesure alors, comme Miranda dans Sex and the City, que vivre seul peut vouloir dire crever seul comme un con. Tout un tas de gens autour d'eux leur mettent des bâtons dans les roues, c'est très vieillot avec des situations pas très crédibles, une musique un brin de chipot, mais c'est un couple très attachant et qui fonctionne bien avec une mention spéciale à l'actrice que j'ai trouvée très choupi. Derailment. Alors c'est pas du tout un drama sur la SNCF et ça présente de nombreuses qualités, les principales étant Ligny, trop craquant en lunettes, quelques scènes sympas et un scénario avec des twists percutants dans un climat un peu dark sur fond de voyage dans des univers parallèles. Ce qui fait qu'il mérite amplement qu'on lui jette un coup d'œil. Le pitch est donc une jeune fille friquée et pestouille bascule après un accident de voiture dans un monde où, dans sa version, elle n'a pas une thune. Tandis qu'elle essaie de se sortir de là, elle tombe sur un jeune homme qui était le camarade de bahut de son alter ego et qui essaie de la dépatouiller, d'autant plus qu'il était visiblement amoureux de la jeune femme et tente de comprendre pourquoi elle se souvient pas de lui. Enquête, mystère et comme je l'ai dit, une chirie de twists inattendus sur lesquels je ne dirai rien ici, sont au programme. Par contre, c'est loin d'être parfait, d'abord parce que le perso féminin est à mon goût pas super engageant et que j'ai trouvé que ça traînait un chouïa en longueur. Hello, I'm at your service. Et un nouveau drama où Wade
Ming nous campe un patron élégant, cette fois à coquiner à une actrice que je n'apprécie pas plus que ça, mais y a pas à dire, le charme agit toujours avec cet acteur. Les deux persos se rencontrent des années plus tôt lors d'une soirée de beuverie de travail où la nana sauve gentiment le mec d'un verre trafiqué qu'il aurait mis à l'envers. Quand il se retombe dessus des années plus tard, il est le patron du groupe qui détient la petite boîte de pub dans laquelle elle bosse, et comme c'est un loup qui n'est pas là pour tricoter et qu'il est en train de faire le ménage dans les affaires familiales, son seul projet est de se lester des entreprises inutiles, donc celle de Mademoiselle. Du coup, elle va essayer de le convaincre du contraire en faisant sa choupinette utile, et comme il lui doit une fière chandelle et qu'elle est là quand il a peur du noir, les clichés habituels vont pouvoir suivre leur cours. Le début est sympa, mais ça s'essouffle quand même, et même je me suis carrément ennuyée vers la fin. The Brightest Star in the Sky. Ce drama a été conçu comme un parfait véhicule pour le chanteur Zhe Tao, puisqu'il incarne Wattel, c'est un chanteur, ici une forte personnalité redoutée comme un tyran par sa maison de disques, à qui on tente d'assigner une nouvelle fois une assistante qui saura cette fois le tenir et l'assagir, et qui est jouée par la sympatoche actrice Janice Wu. La nénette, tout en se fritant avec son nouveau patron, est par ailleurs amoureuse d'un jeune chanteur talentueux mais inconnu qu'elle va aider à promouvoir, qui va devenir le rival du perso masculin et qui est lui incarné par Niu Chun-fang, qui pour moi restera toujours le malicieux jumeau de Yang Ze dans Battle of Changsha. Tout ça est aussi prévisible que vous pouvez l'imaginer, le rebelle va rabattre son caquet tandis qu'il s'amourache sincèrement de la nénette, et ça se regarde comme un gros clip vidéo en version longue de Zhe Tao avec un tournage au Mexique, de la Corée, de l'Angst et tout le tout team. Les images sont belles, il y a quelques scènes très sympas, l'acteur est charismatique, ça aurait pu quand même être un chouïa moins long. Last Cinderella. Drama japonais, et oui, coucou, en revoilou dans la playlist, et vous en aurez encore plus le mois prochain, avec une sympathique coiffeuse qui va faire sa crise de la quarantaine au lendemain de se découvrir un poil de sanglier au menton, aux joies de la vieillesse que les moins de 40 ans ne peuvent pas encore connaître, et va se retrouver entre d'une part son rival de boulot, un mec de son âge blasé et abonné aux cuites, et d'autre part un gamin intrigant au physique de manga. Comme on est dans le japonais, la très candide jeune femme est presque une anomalie, alors qu'on a des persos très mature et des complications de cadra avec les copines et le rival / confident, et également une relation malsaine derrière le jeune homme qui est envoyé séduire la nana comme un Valmont aux ordres de la sœur qui convoite le coiffeur et qui a bien senti qu'il avait une affection particulière pour la Miss pas parfaite. Malgré un jeu pour l'actrice comme d'habitude très marqué dessin animé, j'ai bien aimé ce personnage, et il y a quand même des scènes que tu ne pourrais jamais voir dans des dramas chinois, comme une des copines qui aide le mari d'une autre à régler ses problèmes érectiles, ou l'héroïne en train de mater du porno à côté de son pote parce qu'elle essaie de se rafraîchir la mémoire, tandis que lui est au bout de sa vie vu qu'il est amoureux de la fille, et que le bruit de fond plus les commentaires de la fille, ça le perturbe quand même beaucoup trop. À ne pas prendre au sérieux, surtout dans sa conclusion, même si regarder cette série est assez poignant quand on sait que l'acteur qui joue le gamin s'est malheureusement suicidé en 2020. The Reincarnated Lovers. Il y a de quoi tiquer au début avec le maquillage pas possible de la fille et ses lentilles de contact bleu, une forte impression de chirurgie esthétique sur les acteurs, mais il y a quand même des choses à sauver dans ce drama. À commencer bien qu'anecdotique par un empereur ultra sympathique, ce qui vaut la peine d'être souligné, mais surtout dans sa variation sur le cliché habituel de réincarnation. On commence super fort avec un mariage de la loose où la mariée est traînée dans la chambre à coucher au milieu du massacre de sa famille, et donc a priori violée sans autre forme de procès par un garçon dont elle était vraisemblablement très éprise avant. Dégoûtée de la vie, Bichette plante sa pique à cheveux dans le mec et poursuit par notre suicide habituel de tranchage de gorge, et là bien sûr, sinon ça ferait court, retour 3 ans en arrière avec ses souvenirs de sa vie passée où elle a normalement la chance d'altérer le cours de son destin en commençant par se jurer de ne jamais recroiser la route du mec et de lui préférer cette fois le copain d'enfance qui était amoureux d'elle. Sauf que le karma c'est le karma et que les deux se recroisent avec cette petite variation que Pépère a aussi gardé ses souvenirs et que ça fait donc des scènes intéressantes puisque chacun de son côté fait semblant mine de rien et teste l'autre. Ma critique principale, en dehors de l'habituel essoufflement autour de complots à la con du super méchant et d'identité secrète de la fille, c'est que ça partait normalement sur du bon vilaineuse crush tordu et qu'en fait non, c'est du choupi double dose, donc légère déception, et puis surtout le fait que même si on a une explication sur la scène du départ, elle
elle arrive quand même tard et qu'on a du mal à croire qu'elle arrive à retomber amoureuse d'un garçon qui l'a quand même violée dans une vie antérieure. Passons. Et puis une remarque au passage qui vaut pour pléthore de dramas, la profondeur des bords d'étang, de canal, de bord de rivière dans les dramas chinois est tout de même du grand n'importe quoi quand le moindre plongeon dans la mare au canard se transforme en concours d'apnée dans le Grand Bleu. Ça fait longtemps que je voulais râler là-dessus, et ben voilà, c'est fait. Les flops. My Merman Brother. Alors là, j'avoue, à quoi est-ce que je m'attendais en regardant ce truc très cheap. J'ai été racolée, voilà, je vais le dire, comme ça arrive parfois par des clips sur YouTube, généralement avec des titres tellement exagérés que tu croirais que tu vas mater du porno, et je sais pas pourquoi j'ai regardé ça jusqu'au bout, sûrement un grand jour de faiblesse intellectuelle. Bah, c'est pas terrible, malgré effectivement quelques scènes plus sexy que dans la grande majorité, et shocking, ça se permet de recycler un des thèmes d'Ashes of Love, ce qui est pour moi un sacrilège de leur part. Une fille est contaminée par un poison du froid et cherche à venger son père tué par vraisemblablement une sirène, sauf que tout à son honneur, ça ne l'a pas rendue allergique aux poissons ou sirénophobe, vu qu'elle va défendre et prendre sous son aile un blondinet à queue de poisson. Bien vu de sa part, car la blonde platine a la capacité de la guérir grâce à son sang magique, mais pas que, et la fille va donc user et abuser de toutes les possibilités fun qu'on peut avoir avec une sirène apparemment, dans une relation, je précise, consentie, et si vous êtes comme moi en faiblesse intellectuelle à la recherche de kitsch, eh ben pourquoi pas. Got a Crush on You. C'est pas un secret que j'aime beaucoup l'acteur Su Kai-chang, mais malheureusement ce sera le deuxième flop à la suite pour moi après le décevant Love is an Accident. Pourtant je n'ai pas grand chose à lui reprocher en soi, c'était même plaisamment surprenant de le découvrir dans un rôle non de séducteur bâtard, ça change, mais de grand timide choupinou spécialisé dans les brigades de sauvetage qui va croiser la route d'une nana badass, ancienne médecin, reconvertie dans la boutique de mode et incarnée par une actrice à laquelle je n'arrive mais alors pas du tout à accrocher, la par ailleurs ravissante Gulnazar Bektiar, qui comme vous l'aurez deviné avec son nom à coucher dehors avec un billet de logement, est comme Dilraba ou Yalkoun d'origine ouïghour. Je n'ai jamais pu finir jusqu'à présent un drama où elle jouait, et celui-ci ne fera pas exception à la règle vu comment je l'ai regardé en diagonale et en accéléré. En sachant que derrière ce drama, il y a quand même le gros scandale d'infidélité de Su Kai-chang qui aurait trompé sa copine de l'époque avec Gulnazar. Au final, tout ça pour ça, non seulement la réputation de l'acteur y a pris cher, à savoir même s'il va pouvoir s'en remettre, mais ce n'est même pas une bonne série et je me suis vraiment fait chier tout du long. The Last Immortal. Spin-off du très joli Ancient Love Poetry, on pouvait espérer quelque chose de sympa dans ce Ciancia de fin d'année avec les très jolies bouilles d'amour de Rosie Zhao et mon lapinou choupinou Wang Han-yu. Et ce fut la cata dans ce bordel sans nom avec décors et créatures CGI tellement moches que c'est pas la peine d'en parler, et ce malgré de jolis costumes. Je ne peux pas dire à quel point c'est chiant et qu'on en a rien à faire de la vie de la loose des immortels entre le fils des deux persos de Ancient Love Poetry d'un côté, je sais même pas pourquoi c'est un spin-off parce que on reparle même pas de cette série et on recroise même pas les acteurs, et la centrale Super Phoenix de l'autre qui sont liés l'un à l'autre en mode tribulation. Ce sont deux acteurs choupis, trop de choupis tu le choupis, associer les deux c'est pas une bonne idée, il faut au contraire un acteur qui permet de faire l'équilibre avec eux. Donc ça tombe à plat, en plus l'alchimie n'est pas là, il n'y a aucune tension sexuelle ou vraie dynamique qui te fait les shipper comme des dingues, ils sont ensemble parce qu'ils sont ensemble, mais le couple est davantage un projet qu'autre chose, et donc qu'ils soient ensemble ou pas, t'en as rien à péter. Donc c'est un flop massif en ce qui me concerne, il n'y avait aucune originalité dans le style, la mise en scène ou l'écriture, ce qui fait que c'est un sous-Ashes of Love du pauvre. Cosmetology High. Ce qui est terrible dans cette série est qu'elle a une bonne bande originale, des jolies images, des costumes chatoyants et une brochette de stars de l'ordre de celles qu'on avait dans Banshu Legend ou Untouchable Lovers, la plupart tous jeuneaux comme Jang Je-han, Dilraba, Yalkoun ou Luo Jin. L'acteur principal fait beaucoup penser à Ruge et au film de cet acteur type Chinese Paladin, et même si on n'est pas dans l'aventure à arts martiaux mais dans la cosmétique chez Wu Zetian, on est en mode grosse pochade, pas le meilleur de ce qui se fait en termes de chinoiserie. Un brillant médecin spécialisé
spécialiste en beauté, se tire la bourre avec son disciple qui lui a volé son taf et est recueilli par une courtisane qui était amoureuse de lui et prête à tout alors qu'il la traite comme une merde. Se greffent là-dessus des mini-histoires secondaires de 2-3 épisodes, pas toutes très engageantes. J'ai trouvé ça insupportable, même s'il y a quand même eu une excellente surprise sur laquelle je reviendrai plus loin. The Perfect Husband in the Mirror. Un drama aux prémices originales puisqu'un club doté d'un miroir magique permet à des personnes de se créer un double qui vient prendre leur place quand ils ne parviennent plus à se sortir des embrouilles de leur quotidien. Dans le cas précis, rien ne va dans un petit couple qui vit avec Moment sous son toit et où le monsieur n'a visiblement plus aucun amour pour son épouse qui fait tout ce qu'elle peut pour arranger les choses et surtout essayer d'avoir un gamin. Après une énième dispute où il déclare qu'il va la quitter, quelle n'est pas la surprise de la fille de voir le lendemain lui revenir son mari plus amoureux et charmant que jamais. Sauf que bien sûr, elle va découvrir que tout ça n'est pas très catholique, que ce n'est pas tout à fait son époux et qu'on va avoir un micmac entre les deux versions du mari. Les acteurs ne sont pas mauvais et l'idée de base est excellente, mais je n'ai pas été convaincue plus que ça par l'exécution. Les Nignies d'or. Meilleur acteur. Liu Yuning m'intrigue depuis The Long Ballad où il volait la vedette à tout le cast et il est parfait avec son physique dans les rôles ambigus, mais ça n'est pas du tout son rôle ici et donc il prouve qu'en bon gars leader bien comme il faut qui va se faire rattraper par un grand amour auquel il ne s'attendait pas, il fait très bien le taf et avec une belle maturité, à suivre donc et à laisser vieillir comme un bon vin. Meilleure actrice. Liu Shih-je, cela faisait 3 ans qu'elle avait disparu des dramas et qu'elle retourne avec ce magnifique perso de Jouyi, un rôle en or de femme badass comme je les aime personnellement et pas comme ceux qu'on nous vend actuellement. C'était très beau de voir ce personnage se reconnecter avec les autres et ses émotions, d'où la frustration de la fin d'ailleurs, mais passons. J'ai hâte de revoir la reine Cecilia dans de futurs projets. Meilleur acteur dans un second rôle. Sur qui d'autre que Luo Jin comptait pour rafler la mise au milieu de la razzia de A Journey to Love. Il était l'excellente surprise et la seule d'ailleurs de Cosmetology High, avec sa voix qui plus est, en incarnant un général qui tombe amoureux d'une princesse qui se cachait dans son armée déguisée en Mulan, dans une histoire secondaire de cette série. J'aurais largement préféré tout un drama là-dessus au bordel qu'on a eu dans cette série. Meilleure actrice dans un second rôle, Rolando. Et donc voilà, encore un succès pour A Journey to Love avec ce tout petit bout de jeune fille qui ne m'avait pas forcément accroché au début, mais son perso de princesse qui se porte volontaire pour se livrer en otage sous le travestissement d'un prince paraissait prometteur et au fil des relations qui se nouent avec le personnage masculin qui la protège depuis son enfance, l'héroïne qui la prend sous son aile, le petit jeune qui en pince pour elle, il se passe tout plein de choses intéressantes. Et puis alors quand apparaît le garde pour lequel la princesse était prête à tout, alors là on hérite de scènes, ma foi, très frappantes, c'est le cas de le dire, et force est de reconnaître que ce personnage a un arc passionnant. Meilleure musique. Alors on a un bon tube de base dans The Brightest Star in the Sky puisqu'il s'agit d'un titre personnel de The Tao, mais comme je ne le connaissais pas et qu'il m'a bien tapé dans l'œil et dans l'oreille, ce serait dommage de ne pas parler de Beggar, un morceau pop R&B bien calibré. Pour un titre original, il y avait un très joli thème sur Governor's Secret Love, mais je ne suis pas arrivée à mettre la main dessus. C'est pas grave parce que je vous propose à la place Fu Mong dans Rising Feather, et là aussi c'est très joli à écouter, plaisir des yeux et des oreilles. En parlant de plaisir des yeux, avant de vous sortir mes meilleures scènes, je dégaine comme maintenant c'est l'habitude mes héros torse-poil du mois, et je vous propose donc pour ouvrir cette saison 2024, évidemment le très sexy Lee Chyo-lin dans Rising Feather, et on a une jolie et ultra sexy scène de bain avec Dong Kai dans Governor's Secret Love où on a tout ce qu'il faut bien, ça fonctionne. Pour les meilleures scènes, je n'oublie jamais de lister les scènes de crabe depuis Goodbye My Princess, donc je mentionne celle de I'm at Your Service qui nous propose aussi une succession de moments de la loose pour le personnage masculin qui doit résister face à la fille à des érections incontrôlées. Dans Derailment, la très belle scène de lavage de cheveux, dans A Good Day to Be a Dog, un très joli bisou, et aussi les visions sexy du mec à la fille quand elle commence à le trouver à son goût et qui sont très drôles. Dans Mountains and Oceans, l'attaque de loi et un bisou volé à Spider-Man sur une cage à écureuil dans un terrain de jeu. Dans A Journey to Love, les
les scènes où la fille tente de séduire le personnage masculin, ainsi que le bisou mis en scène avec la complicité de toute la bande qui les ship à mort, un combat dos à dos à la Relo, je ne pouvais pas zapper ce moment, et puis le moment où la princesse se rend compte que son amant est un gros bâtard et doit agir en conséquence. Et puis on a Rising Feather et son accumulation de scènes chaudes entre l'ouverture tordue à la limite du plan A3 entre le père, le beau-père et la fille, la scène où la nana aguiche le mec derrière un voilage, une bonne scène d'aphrodisiaque comme on les aime, d'autant que Pépère n'a pas besoin de ça, hein. Des scènes tellement plus torrides que ta cantine habituelle, tu ne sais plus où donner de la tête, c'est passionné, passionnel, passionnant. Mais je vais conclure, comme nos persos de Rising Feather justement, avec le plus romantique Governor's Secret Love, qui outre sa scène de bain que j'ai mentionné, a un très joli bisou sous l'eau, mais surtout, en ce qui me concerne, une somptueuse scène de ruban, lorsqu'après ta bagarre sur le lit en mode menace de mort et mal dominateur lorsque la nana lui rappelle qu'il n'est qu'un faux eunuque, le masque du type tombe une fraction de seconde en voyant la fille s'enfuir à toutes jambes et qu'un des rubans de sa robe va lui filer entre les doigts alors qu'il est déchiré entre l'envie de la retenir et la nécessité de la laisser partir. Un bijou vraiment à regarder. Et voilà pour ce premier mois de 2024. Faites-moi en commentaire vos retours sur vos coups de cœur du mois ou sur ce que vous êtes en train de regarder en ce moment. Likez, partagez et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochains mois drama. On se retrouve évidemment le mois prochain. Bon binge watch!